Téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Merci pour le choix de BF1. Ça fait plaisir de vous retrouver, comme chaque mardi soir, pour votre émission Vivre ensemble. Comme vous le savez si bien, Vivre ensemble, c'est un instant d'échange, de partage, de conseils, d'astuces, toujours avec un conseiller pour un vivre ensemble meilleur. On vous dit merci pour la fidélité. Et pour toutes les personnes qui demandent à chaque fois, est-ce que l'émission a une rediffusion? Eh bien oui. La rediffusion, c'est tous les jeudis à partir de 22 h. Et si vous voulez suivre les anciennes émissions, il suffit de rentrer sur Facebook, vous tapez Vivre ensemble BF1 TV et vous aurez toutes les anciennes émissions et vous allez pouvoir regarder les thèmes que vous avez aimés et tout. En tout cas, merci à toute la diaspora également connectée et on va faire un gros coucou à toute la population de Bobo-Dioulasso et de Fadangorma. Merci pour la fidélité. Alice pour vous servir. Avec moi ce soir, Monsieur Jean-Bosco Caboret. Il est conseiller conjugal, thérapeute, médiateur familial. Monsieur Caboret, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là sur ce plateau. Avec plaisir, toujours. Votre semaine, elle commence bien? Oui, ça se commence très bien. D'accord. Ouais. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Ben voilà, chers téléspectateurs, Vivre ensemble, c'est toujours avec un thème. Le thème que nous avons choisi pour vous ce soir, c'est ce qu'il faut comprendre de son amertume. Si vous êtes bien installé chez vous, eh bien c'est parti pour l'émission. Alors, Monsieur Caboret, ce qu'il faut comprendre de son amertume. Déjà, c'est quoi l'amertume? Alors, on peut dire que l'amertume, c'est quand la tristesse s'installe et s'enracine. Voilà. Et quand ça s'installe, quand c'est accompagné par la rancune, accompagné par la déception, par le désespoir et par la trahison. Et au-delà de ça, quand il y a aussi une injustice. Voilà. Quand toutes ces choses s'installent et s'enracinent, alors la personne manifeste des symptômes de l'amertume, des signes de l'amertume qui indiquent vraiment que voilà, la personne a vécu une situation ou est en train de vivre une situation. Vous voyez, la colère de l'amertume n'est plus émotion, c'est devenu sentiment. Ça veut dire que c'est une colère qui s'est mentalisée. Voilà. Et on constate beaucoup que alors, la rancœur que la personne a subie ou vécue voilà, se manifeste aussi à travers des comportements. Il y a aussi la déception que je n'ai pas pu surmonter, qui se manifeste aussi à travers des comportements. Voilà. Et puis, un sentiment de rejet, d'humiliation. Voilà. Tout ça, c'est des signes voilà, qui se manifestent à travers le comportement. Donc, après le diagnostic d'un spécialiste maintenant, voilà, on peut affirmer que la personne vit de l'amertume. D'accord. Voilà. Donc, si on a bien compris, quand on parle d'amertume, c'est un mélange ou l'accumulation de colère, de tristesse, de rancœur, d'injustice, de trahison. De trahison, voilà. ok. Subi par la personne. Qui donne l'amertume. Voilà. Et une seule personne peut avoir toutes ces choses-là? Oui, ben, pas forcément que la personne a vécu ces choses, mais quand la personne n'a pas pu surmonter ou n'était pas préparée à cela, ça va se manifester, voilà, et ça va maintenant irriter la personne. Voilà. D'autres, c'est quoi? C'est la trahison. Je n'ai pas accepté la trahison, je n'ai pas pu surmonter. Et voilà, à force de garder, de cogiter, de méditer, ça crée de l'amertume. D'accord. Et on va prendre, par exemple, vous avez parlé de tristesse. Si on prend le volet tristesse, une personne qui a cette amertume-là et que l'amertume, c'est la tristesse, comment ça se manifeste? Est-ce que la personne est tout le temps seule, la personne ne veut pas d'amis, la personne est tout le temps renfermée à la maison? Comment ça se manifeste? Bon, il faut dire que la tristesse, c'est une émotion qui vient accompagner un événement. Mais la tristesse n'est pas l'événement. Voilà. La tristesse, chacun manifeste
la tristesse selon son caractère, selon son histoire. Il y a des gens, quand ils sont tristes, alors ils ne parlent pas. Il y a d'autres qui, quand ils sont tristes, ils se retirent pour pleurer. Il y a d'autres, quand ils sont tristes, alors voilà, chacun a ses mécanismes qu'il installe pour exprimer sa tristesse. Donc on ne peut pas affirmer que voilà, c'est ceci, cela. Mais il y a des signes qui indiquent que voilà, les attitudes, le comportement, voilà, la personne nous révèle qu'elle est en train de vivre de la tristesse. D'accord. Voilà. D'accord. Mais est-ce que pour l'injustice, quand on parle d'injustice, de quoi il s'agit exactement? Est-ce que c'est quand on refuse quelque chose à quelqu'un ou quand on n'est pas juste avec quelqu'un? Voilà, comment ça se passe? Bon, il y a eu de l'injustice, comme le mot l'indique. Voilà, une injustice où je subis une situation d'injustice. Voilà, je subis un problème voilà, d'injustice et ça m'a irrité et que voilà, ça se reproduit en amertume. Ça veut dire que l'amertume signale que je cogite toujours, voilà, je reviens toujours sur la situation, je n'ai pas digéré, je ne me suis pas préparé pour vivre cela. Voilà, c'est ça qui crée l'amertume. Voilà, mais à travers aussi des émotions, voilà, qu'on va voir des émotions qui accompagnent et qui révèlent que c'est vraiment et véritablement de l'amertume, voilà, due à la trahison ou à l'injustice que la personne a subie. D'accord. Mais est-ce que l'humiliation et la déception sont liées également à l'amertume? Quand on est humilié ou quand on est déçu Alors, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? L'amertume, c'est quand l'émotion, c'est comme je dirais, un sentiment durable. C'est quand l'émotion s'installe et s'enracine. Voilà, elle n'est plus émotion, elle s'est mentalisée. Voilà, de prime abord, déjà comme ça, bon, on vit une situation, ça peut être passager. Mais quand le problème s'installe et s'enracine, je vais vous expliquer un peu. Alors, comment on peut savoir que c'est de l'amertume? Au début, on constate un signe d'alarme qui annonce qu'on est en train de vivre une situation. Mais on n'a pas trouvé les outils, les éléments pour s'en sortir. Et à un certain moment, on constate quoi? Un signe d'aggravation de la problème qui est en train d'infecter notre être intérieur. Voilà. Et dernier signe maintenant, c'est signe d'épuisement. En ce moment, maintenant, ça s'est mentalisé. C'est ça maintenant les sentiments durables, voilà, dus à la situation. Le fait que je l'ai gardé, je l'ai cogité, je l'ai médité et que maintenant, ça se reproduit maintenant à l'intérieur. Voilà. C'est comme quelqu'un qui est en deuil, voilà, donc qui est en train de se manifester à l'intérieur. Ça se reproduit, voilà, une vie intérieure. Mais est-ce que souvent on est conscient de cela? Certaines personnes sont conscientes et certaines personnes ne sont pas conscientes, mais la plupart, beaucoup de personnes se positionnent en victime et jouent à la victimisme. Voilà. Et on voit une personne, ça veut dire qu'on attribue la faute à quelqu'un ou à quelque chose. Et on se positionne en victime. Et quand on se positionne en victime, en ce moment maintenant, alors psychologiquement, la personne ne pas être prédisposée pour développer cette capacité d'affronter le problème. D'accord. Voilà. J'aimerais à présent que l'on parle de l'amertume dans la vie conjugale. Déjà, quelles sont les causes de l'amertume même déjà dans la vie conjugale? Alors, il y a beaucoup de causes. Alors, l'amertume, c'est quand on constate souvent que l'incompréhension, quand je ne me sens pas compris ou comprise par mon conjoint, par ma conjointe, et quand cette incompréhension s'installe et s'enracine. Alors, quand je me sens trahi, rejeté, humilié, voilà, quand toutes ces choses vécues s'installent en moi, le fait que je l'ai gardé pendant longtemps, voilà, c'est cette durabilité-là maintenant qui reproduit maintenant de l'amertume. Voilà. C'est comme
de la potasse, quoi. Voilà, c'est de l'amertume. Voilà, je ne me sens pas comprise par mon époux, je ne me sens pas acceptée. Voilà, et je découvre quelque chose que l'autre m'avait trahi, ou m'avait plutôt m'avait caché. Voilà, donc au fur et à mesure que vous avancez dans la vie conjugale et vous découvrez certaines choses dont vous n'étiez pas préparé, maintenant vous commencez à méditer sur la situation. Je ne savais pas qu'il ou elle pouvait me faire ça. Je n'attendais pas ça de lui ou d'elle. Voilà, et la déception, le découragement, voilà, la violence verbale, morale, physique, voilà, toutes ces choses-là maintenant, alors, nous amènent à rentrer en contemplation, à méditer la situation. Mais à quel moment l'incompréhension s'installe dans un couple? À quel moment on n'arrive pas à se comprendre? Est-ce que c'est par manque de dialogue, de communication qui provoque l'incompréhension? Alors, on ne peut pas affirmer parce que, comme j'ai l'habitude de dire, chaque couple est une entité à part. Alors, il y a des couples, l'incompréhension, c'est le fait qu'ils ont installé de l'immaturité, de l'inconscience ou de l'ignorance. Alors, certains couples, c'est le fait qu'on a sauté des étapes. Voilà. Certains couples, c'est le fait que, voilà, je ne voyais pas les choses comme ça. Et d'autres, l'incompréhension est due à l'histoire ou aux blessures que l'autre a vécues. Voilà. Chacun selon sa conception. Donc, on ne peut pas affirmer que, voilà, des signes qui indiquent, non. Chaque couple est une entité à part et chaque personne est unique selon son histoire, selon sa vision, selon sa conception du mariage et de la relation. Mais par exemple, je prends l'exemple d'une femme qui sent par exemple que son homme a beaucoup changé. Voilà, déjà côté sentiment, côté intimité, cette dame-là sent que son homme a beaucoup changé et elle aimerait que les choses redeviennent comme avant. Et quand elle essaie d'en parler, de communiquer et tout, le monsieur, par exemple, il peut dire non, moi je ne te comprends pas, moi je ne suis pas à ce stade, voilà, j'ai d'autres choses en perspective et tout, ce sont des caprices. En ce moment, on peut se sentir incomprise vis-à-vis de son homme. Oui. Et ça peut créer de l'amertume. Pas forcément de l'amertume, ça peut être une frustration de 30 minutes. Ça peut être une frustration d'1 heure. L'amertume, c'est quand une situation s'installe et s'enracine, voilà, pendant longtemps, et qu'on n'arrive pas à trouver la solution et on a un questionnement. Il y a des frustrations de 30 minutes, il y a des frustrations de 1 heure, il y a des frustrations de 2 heures. L'amertume, c'est une situation qui s'est enracinée. Voilà. Il y a des couples qui vivent un problème de 2 ans, de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans. Et il ne faut que cogiter, méditer dedans. Donc, à la longue, maintenant, tu vas créer l'amertume. Mais, c'est comme je dis, on ne peut pas généraliser. Chaque couple est une entité à part. Voilà. Vous savez, dans notre domaine, c'est comme aussi en médecine. Il y a certaines personnes qui ont le niveau de l'infirmier. Il y a d'autres qui ont le niveau du généraliste. Il y a d'autres qui ont le niveau du spécialiste. Alors, le spécialiste, lui, son diagnostic est différent du généraliste, thérapeute. Voilà, vous voyez, donc un spécialiste ne peut pas affirmer que voilà des signes qui indiquent. Non, lui, c'est après son diagnostic qu'il peut affirmer que ce couple ou cette personne vit telle situation et telle situation. Mais les symptômes déjà révèlent, mais les symptômes n'affirment pas que c'est vraiment la vraie cause ou c'est de la dépression ou bien c'est de l'amertume. D'accord. Voilà. Mais ce qui est sûr, M. Kaboré, dans une vie de couple, personne ne veut avoir ce sentiment d'amertume vis-à-vis de son partenaire ou de sa partenaire. Alors, quand cela arrive, ça veut dire qu'il y a une personne qui est en faute et quand on a en face de soi un époux, une épouse pleine d'amertume, comment on peut essayer de vivre ensemble? Comment on peut essayer de trouver des solutions? Parce que, est-ce qu'en cherchant, en voulant chercher à creuser, est-ce qu'on ne va pas aggraver la situation? Souvent, est-ce qu'il ne faut pas ignorer
laisser tomber, essayer d'avancer? Ou bien il faut forcément régler pour pouvoir avancer ensemble? Alors, il faut reconnaître que l'amertume se manifeste à travers l'émotion de la colère ou de l'agressivité. Alors, la personne devient très colérique ou agressive ou violente. Ou il y a la violence verbale ou la violence non verbale. Maintenant, les conséquences de l'amertume peut aussi infecter votre partenaire. Alors, nous proposons toujours que quand l'amertume, on constate qu'on vit de l'amertume, il y a une urgence. Automatiquement, il faut se faire accompagner. Parce que la plupart des personnes qui vivent de l'amertume attribuent toujours la faute à quelqu'un. Voilà. Ou à quelque chose. Voilà. Donc, et souvent, quand la personne se positionne en victime et joue à la victimisme, tant que la personne ne se fait pas accompagner, il est difficile pour cette personne de prendre conscience. Voilà. Donc, on peut dire que le conjoint ou le partenaire peut constater à travers l'amertume la colère violente ou l'agressivité. On constate que l'autre est devenu très très agressif, alors que la personne n'était pas comme ça avant. Et aujourd'hui, alors la personne s'est installée aussi de la colère. Donc psychologiquement, nous appelons ça mécanisme de défense. Voilà, quand la personne installe ces mécanismes de défense, bon, qu'est-ce que l'autre peut faire? Alors, la plupart du temps, l'autre aussi va installer, va essayer plutôt de protéger son moi, voilà, comme mécanisme de défense, où je me replie, je ne parle plus avec l'autre, ou bien je me mets en défensive pour l'affronter. Oui. Donc ça veut dire que la relation va changer de dimension, va changer de conviction et de vision. Voilà. En ce moment maintenant, voilà, psychologiquement, chacun vit avec l'autre pour protéger son moi. Donc on est dans une relation du moi et non une relation du nous. Voilà. C'est maintenant l'absence de la compréhension, l'absence de la douceur, l'absence de la maturité. Voilà. Donc on devient maintenant agressive, violente, voilà. On est toujours irrité. Voilà. Donc souvent, tout ça, ça fait que le couple est troublé. D'accord. Voilà. Et ça fait souffrir beaucoup. D'accord. Mais est-ce que la dépendance affective peut aussi créer l'amertume dans la vie conjugale? Par exemple, quand on a cette dépendance affective et qu'on attend beaucoup de son partenaire ou de sa partenaire, voilà, et on ne reçoit rien en retour, est-ce que cela ne crée pas de l'amertume dans la vie conjugale? Bon, la dépendance affective n'installe pas de l'amertume. C'est le fait que dans la dépendance affective, je ne gagne pas cette dose pour combler le vide qui peut créer de l'amertume. Voilà. Donc, c'est ça, parce que l'amertume, c'est le fait que j'ai subi quelque chose. J'ai des attentes qui ne sont pas comblées. J'ai des besoins. Et je n'ai pas trouvé d'explication. Et je me suis senti profondément blessé, humilié, rejeté. Donc, ce n'est pas la dépendance, mais c'est le fait que dans cette dépendance, je n'ai pas reçu la dose d'une manière proportionnelle pour combler, qui peut créer maintenant de l'amertume. Mais souvent, pourquoi il n'y a pas d'écoute quand une personne présente, par exemple, de la dépendance affective, présente une situation de tristesse? Pourquoi l'autre n'est pas à l'écoute pour essayer d'arranger les choses rapidement et pouvoir changer les choses? Souvent, on se dit que, bon, on a pris de l'âge, on n'a plus le temps de faire ça, ça c'est pour les gamins et tout. Voilà, donc on ne prête pas attention. Et malheureusement, on peut se réveiller un matin et il y a l'autre qui demande le divorce tout simplement. Et on se pose la question, à quel moment, qu'est-ce que j'ai fait exactement? En fait, on ne sait même pas ce qu'on a fait pour que l'autre demande le divorce. Pourtant, ça a été beaucoup de signes d'alarme qu'on n'a pas essayé de résoudre. Bon, je pense que j'ai déjà dit ici que chaque couple
Je dis tout le monde peut se marier, mais tout le monde n'a pas le code. Voilà, hein, pour le code du mariage. C'est comme une voiture. Tout le monde peut démarrer une voiture, mais tout le monde n'a pas le code pour conduire une voiture. Donc, vous savez, c'est comme, je vais insister, chaque couple est une entité à part. On ne peut pas affirmer, voilà, avec certitude que, alors, c'est comme ça. Mais on peut constater que quand le problème s'installe, elle s'enracine, alors chacun, à un certain moment, on est paralysé, on est démotivé, voilà, on est désarmé, voilà, on ne voit plus, on est désespéré. Donc quand toutes ces choses s'installent et s'enracinent, alors donc la relation a changé maintenant de vision, a changé de conception. Donc on vit autrement les choses. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour ça que moi je propose toujours au couple, chaque 6 mois, il faut faire un recyclage conjugal, la mise à jour. Allez voir un spécialiste, voilà, pour vous aider à faire un recyclage conjugal. Voilà, même si à l'entente, on a besoin de recyclage, de mise à jour. On lave nos voitures, on lave les habits, on lave les plats et les déchets de notre cœur. Il faut libérer les déchets du cœur. Il y a des frustrations installées, hein, et qu'on ne perçoit pas. Mais quand le thérapeute va vous écouter, il va comprendre qu'il y a un signe d'alarme ou un signe d'aggravation dont vous ne pressentez pas, mais lui pressent. Mais dans ce recyclage-là, c'est pour donner la parole à chacun, pour qu'on puisse dire déjà 6 mois de mariage, comment je me sens, comment je vis le mariage, est-ce que je rencontre des difficultés et tout. Et avec le thérapeute, on va essayer d'échanger pour trouver des solutions meilleures encore pour que le mariage puisse plus avancer ou quoi? Bon, dans le recyclage, il y aurait une écoute personnalisée. À travers l'écoute, voilà, et le spécialiste va poser des questions. Voilà, chacun va s'exprimer quels sont les besoins, voilà, les attentes, qu'est-ce que vous vivez, voilà, pour comprendre s'il y a un problème. Voilà, et lui, il va peut-être faire son diagnostic et les proposer. D'accord. Voilà, c'est ça. Et c'est même pas une année, hein, chaque 6 mois? Bon, en tout cas, ce que nous proposons chaque 6 mois, voilà, surtout les jeunes couples-là, alors chaque 6 mois, il faut un recyclage. D'accord. Il faut la mise à jour, il faut se faire accompagner. Voilà, parce que, comme je dis, l'amour des amoureux, là, ça a une date de péremption. Ouais. Voilà. Mais quand vous recevez les couples pour le recyclage, est-ce que devant vous, il y a des couples qui avaient des secrets cachés ou bien des choses que ces personnes-là n'ont pas aimées, mais par amour, qui ont essayé d'aller avec, voilà, pour éviter les situations de conflit et tout. Ils ont essayé d'avancer voilà, en maturité et tout pour ne pas avoir de soucis avec monsieur ou madame. Est-ce que vous avez reçu également des couples où c'était vraiment la joie parfaite, il n'y a jamais rien eu comme difficulté, voilà, et que la suite encore était meilleure? Bon, il faut dire que la plupart quand une personne part voir un médecin, c'est qu'il est malade. Voilà, mais nous accueillons toujours des personnes qui ont vraiment besoin d'aide et qui viennent parce qu'ils ont besoin de comprendre quelque chose pour qu'on les aide à trouver une solution de leurs problèmes. Mais il faut souligner que si c'est le secret, alors nous l'avons rempli. Hein, beaucoup viennent te confesser ce que j'avais caché à ma femme, ce que je n'avais pas dit à mon mari. Voilà, donc, bon, c'est le secret professionnel. Nous, on est appelés à tout garder. Mais souvent, quand tu écoutes, tu te poses la question comment la personne a pu faire pour garder ce secret pour toute la vie. D'accord. Pendant 30 ans, 20 ans, j'ai gardé beaucoup de secrets. D'accord. Alors, M. Kaboré, il y a eu une discussion, voilà, entre des femmes mariées. Voilà, elles étaient en pleine discussion. Et il y a une qui disait qu'il y a un monsieur très âgé, voilà, qui donnait des conseils en disant que quand tu es une femme mariée et que tu vois un monsieur qui t'attire, cette personne ne te laisse pas indifférente, tu dois en parler à ton époux pour trouver des solutions. Est-ce que vous êtes d'accord en tant que spécialiste? Vous pouvez reprendre pour moi la question.
Ça veut dire que tu es une femme mariée et tu vois un autre homme peut-être dans ton service, dans ton quartier, voilà, ou bien tu l'as rencontré au supermarché et cette personne ne te laisse pas indifférente. Ça veut dire que quand tu vois la personne, tu aimerais que cette personne-là soit par exemple ton époux. En tout cas, si tu n'étais pas marié, cette personne aurait pu être ton mari. Et quand tu as ce sentiment-là, tu dois en parler à ton mari pour dire « Ah, il y a tel monsieur, vraiment, le monsieur me fait de l'effet et j'ai peur pour notre couple. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le monsieur puisse t'aider ?» Est-ce que, en tant que spécialiste, vous êtes d'accord? Alors, je rencontre beaucoup de situations comme ça, mais je n'ai jamais dit à une femme de confier cela à son mari. D'accord. Voilà. Même avoir des enfants qui ne sont pas de son mari, il faut garder le secret. Ah oui? Ah oui, donc qu'est-ce qu'il faut? Juridiquement, c'est l'enfant de ton mari. Voilà. Donc, tu vas parler de ça à ton mari. Bon, c'est toi qui connais ton mari. C'est pour ça que je dis, on ne peut pas généraliser. Donc, moi, j'aimerais savoir, est-ce que si tu en parles à ton mari, comment il peut réagir? Dans quel but? On parle pour quel but? Pour trouver des solutions, pour que peut-être ton mari t'aide à oublier ce monsieur-là, en fait, qui te fait de l'effet. Bon. Est-ce que ça peut créer de l'amertume? Par exemple, il peut dire, ah oui, bon, ben écoute, fais ci, fais ça, comme si ça ne l'a pas touché. Et après, il vide l'amertume suite à ce que madame a dit, mais il va garder ça secret. Et ça, c'est encore dangereux. Alors, la personne qui connaît très bien son mari, c'est cette femme. On ne peut pas affirmer, dire, il faut en parler. Mais je dirais, tu éprouves des sentiments pour quelqu'un. Tu connais ton mari, est-ce que ton mari va accepter que tu éprouves des sentiments pour quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il va accepter ça? Mais selon vous, quand on prend 100% des hommes, combien de pourcents peuvent accepter ça? Bon, on ne peut pas affirmer cela parce que moi, j'accompagne beaucoup de femmes qui disent, bon, je suis amoureuse d'un autre homme, je ne vais jamais lui dire d'aller parler de ça à son mari. Tu ne sais pas. Comment il va réagir? Voilà. Donc, non. C'est mieux de te faire accompagner pour qu'on t'aide à surmonter. Bon, dans quel but? Souvent, on veut être juste véridique dans son foyer, on veut être bien, une épouse honnête, un modèle, donc on ne veut rien cacher en fait à son partenaire, donc on préfère dire les choses pour pouvoir bien avancer. Non, ça n'a rien à voir avec l'honnêteté et la vérité. Voilà. Tu vis une situation, c'est comme si tu es malade, va voir le médecin. Ton mari, non. Tu parles dans ton mari, non, va voir quelqu'un et dit, ah, moi j'éprouve des sentiments pour quelqu'un, aidez-moi, comment je peux m'asseoir. Celui qui va, le spécialiste va comprendre pourquoi tu éprouves ces sentiments. Voilà. Et la personne va t'aider à surmonter. Voilà. Je ne pense pas que tu ne gagnerais cela à parler de ça à ton mari. Bon, mais c'est toi qui connais ton mari. Mais 95% ou 98% des hommes, voilà, si tu dis ça, je ne pense pas que la personne va digérer. Voilà, donc... Il y a une situation aussi, M. Kaboré, beaucoup de femmes sont dans l'amertume aujourd'hui parce que les époux n'ont pas encore compris qu'ils sont dans un foyer après le mariage. Il y a cette vie de célibataire qui règne plus que la vie de marié. Ça veut dire que ces personnes-là sont mariées, mais ils passent 90% du temps dehors avec les amis célibataires, rentrés à des heures tardives, en fait comme s'ils vivaient toujours seuls. Et beaucoup de femmes souffrent dans cette situation et ça crée de l'amertume. Mais malheureusement, ces derniers-là ne voient pas cela comme un problème parce que ce sont des amis, c'est ma vie. En fait, ils ne voient pas l'effet que ça fait à la femme, aux épouses et tout. Qu'est-ce que vous avez à dire aux hommes ce soir? Quand on décide de se marier, comment on doit mener sa vie de famille? Alors, je pense que c'est quand la relation est en bonne santé et solide, hein, que le couple peut avoir une relation de proximité, de maturité.
Ce que vous dites, c'est il y a souvent des signes qui indiquent l'immaturité de la personne. Quand une personne fait preuve d'immaturité, c'est un signe qui interpelle. Voilà. Donc, je pense que je dirais plutôt aux femmes de reconnaître les signes d'immaturité, le comportement d'immaturité de son mari qui révèle quelque chose, qui te révèle quelque chose, mais pas à l'homme. Bon, lui, il est dans un contexte, il est dans une coquille, voilà, il n'est peut-être pas conscient de son acte, mais c'est à la femme de prendre conscience que, bon, s'il continue de faire ceci et cela, il est en train de me révéler quelque chose. Le mot aussi dit que ce que l'œil voit, on n'a pas besoin d'aller voir le charlatan. Voilà, c'est des signes qui indiquent un caractère. Voilà. Il y a souvent aussi le comportement révèle l'insensibilité, l'ignorance et l'immaturité de la personne. Voilà. Donc, c'est des signes qui interpellent. À ce moment, l'épouse, elle peut faire quoi? Bon, il faut dialoguer. Je pense qu'il faut s'asseoir. Voilà. Ce n'est pas un drame. Il faut s'asseoir, exprimer son mécontentement ou bien interpeller l'autre dans la non-violence. D'accord. Voilà. Exprimer son mécontentement. Voilà. Et faire des propositions. Voilà, dans la simplicité. C'est ça, je dis, bon, il ne faut pas prendre une frustration de 30 minutes, le convertir à devenir un problème de 1 mois. D'accord. Voilà. Prendre une frustration de 1 heure, le convertir à devenir un problème de 2 mois. Non, il faut exprimer ton mécontentement. Apprenons à accueillir les problèmes comme des verres d'eau. On ne retient pas une verre d'eau. Une verre d'eau passe, il y aura d'autres verres d'eau, il y aura des centaines de verres d'eau. C'est comme ça qu'il faut voir les problèmes. Voilà. Mais quand on installe, on enracine les problèmes, c'est ça maintenant, quand ça s'enracine maintenant, qui crée l'amertume. Et voilà. Et quand ça crée l'amertume maintenant, alors les émotions et les organes physiques maintenant vont rentrer maintenant en synergie. Et puis voilà, ça ne serait pas bon signe. D'accord. Ouais. Mais est-ce que l'amertume dans le couple, cela peut impacter l'éducation des enfants? Est-ce que les enfants pâtissent dans cette situation d'amertume-là? J'aurais besoin de bien expliquer très profondément l'amertume parce que, vous voyez, l'amertume d'abord, il faut que les gens puissent comprendre que l'amertume développe des maladies psychosomatiques. D'accord. Voilà. Et je peux vous dire que ça impacte véritablement l'éducation des enfants et psychologiquement la vie des enfants. Voilà. Parce que le conjoint ou la conjointe devient agressive, peut devenir violente. Et la colère, une colère enracinée, aiguë, voilà. Et ça joue sur l'enfant. Parce que l'enfant enregistre très bien, mais l'interprète très mal. Voilà. Donc, quand l'enfant va voir maman qui est agressive ou papa qui est violent, voilà, qui est constamment dans l'agressivité, dans l'amertume, qui est toujours replié, qui se positionne en victime, alors l'enfant va interpréter ça comment? De prime abord, ça infecte automatiquement la vie de l'enfant. Voilà. Ses études, voilà, sa relation sociale, sa vie avec ses parents, ça infecte beaucoup. Donc ça veut dire qu'on peut reconnaître un enfant qui est touché par cela quand il y a baisse de moyenne, quand ça ne va pas à l'école, quand l'enfant est renfermé à la maison, n'a pas trop d'amis, quand l'enfant ne parle pas beaucoup. Oui, c'est des symptômes mais il y a des enfants même qui tombent malades. Qui tombent malades et voilà, et quand tu les écoutes, c'est quoi? Voilà, c'est l'enfant même reproduit de l'amertume. Voilà, tristesse. Voilà, il n'était pas préparé à vivre ça. Voilà, donc ça joue beaucoup sur l'enfant. Mais pourquoi certains parents ne pensent pas aux enfants quand ils font les disputes? Souvent, on se dispute clairement au salon devant les enfants où on crie fort, l'enfant se réveille, il est arrêté, regarde. Voilà. Et bon, pourquoi on n'essaie pas de gérer les conflits vraiment en interne, je veux dire dans la chambre conjugale, parler à voix basse et tout, pour protéger les enfants. Quand il y a situation de conflit, on oublie les enfants et on s'attaque et cela, vraiment, ça traumatise. Vous voyez,
j'ai l'habitude de dire qu'on ne devient pas adulte parce qu'on a 30 ans, ni 40 ans, ni 50 ans. Voilà. C'est à travers le comportement que nous révélons la maturité. Voilà. Et il y a des couples, hein, quand vous les écoutez, et vous pouvez trouver qu'il y a des couples qui n'ont pas droit à la compréhension. Ils n'ont pas droit à la paix et à l'entente. Parce qu'ils n'ont pas construit une leçon de maturité, de responsabilité. Alors, on constate que, comme j'ai l'habitude de dire, le moi enfant d'un des conjoints peut venir prendre le dessus de son moi adulte. Et vous voyez, de son apparence, vous voyez un adulte. Mais son comportement révèle qu'il est immature, il n'est pas adulte. Alors, donc, qu'est-ce que vous voulez? Donc, il faut d'abord comprendre cela. Si nous n'allons pas prendre conscience de ça, ça serait difficile, voilà, hein, de changer quelque chose dans votre relation. D'accord. Voilà. Monsieur Kaboré, on va essayer d'ouvrir le téléphone pour que les téléspectateurs puissent participer. Alors, chers téléspectateurs, si vous voulez participer à l'émission, vous composez le 25 37 62 90. 25 37 62 90 pour participer à l'émission. Donc, on était en train de parler des enfants qui, malheureusement, souffrent à cause des parents qui n'arrivent pas à gérer leur amertume. Et cela retombe sur les enfants. Vous avez pris, par exemple, l'exemple d'une mère colérique. Et ça veut dire qu'elle est tellement pleine d'amertume, ça s'est enraciné, ça devient de la colère permanente. Et cette maman, elle rejette cette colère-là sur les enfants. Puisqu'elle ne peut pas affronter son homme, ça réagit et ça retombe sur les enfants. Et quand on a une mère qui est tout le temps colérique, une mère qui ne rit jamais, une mère qui ne fait pas des efforts pour échanger avec les enfants et tout, parce qu'elle est blessée par son homme et tout, alors c'est très difficile. Allô, on va prendre un téléspectateur. Allô? Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment vous allez? Bien, merci, et chez vous? Ça va, moi je vous suis à tout moment. Hein. D'accord, ça fait plaisir. Merci pour cette belle émission. Ça nous apporte beaucoup en tout cas. C'est pour participer. D'accord. Vous avez une question pour M. Kaboré? Oui, non, je voulais plutôt ajouter, parce que la dame parlait de lorsque tu es marié, que tu vois un monsieur que tu as aimé. Et bon, mais je n'ai pas dit aimer, que tu as de... Bon, je ne sais pas comment elle a dit ça. Oui, tu es marié, tu vois un homme qui te fait de l'effet. Oui, Oui. Mais c'est de la tentation, je dirais. En ce moment, je suis d'accord avec M. Kaboré qui dit que non, il ne faut pas dire, parce que c'est de la provocation pour moi. Moi, je dirais que c'est de la provocation. Il faut surpasser cela, parce que si vous dites, moi, je trouve que même c'est diminuer votre mari, si on peut dire ça. Si moi, je dis, je t'aime, je t'ai marié, et je viens te dire que je vois quelqu'un, et puis ça me fait... voilà, c'est dangereux. Moi, je dirais que c'est dangereux pour le coup. Et je suis d'accord avec ce monsieur qui nous conseille à tout moment que Dieu bénisse votre famille, que Dieu vous bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse l'activité et l'émission. Amen. Merci beaucoup, monsieur. Merci bien. Bonne soirée. Merci bien. Donc, le téléspectateur, il dit qu'il est d'accord avec vous. Quand on est marié, quand on voit un autre homme qui nous fait de l'effet, on ne doit pas en parler à son mari par respect. Parce que ce dernier vous a épousé et tout, donc il n'y a pas de raison qu'un autre homme vous fasse de l'effet. Donc, oui, il faut savoir qu'il y a des attitudes qui révèlent l'immaturité et des attitudes qui révèlent de l'inconscience, d'immaturité et de la maturité. Donc, je pense que quand vous vivez une situation et vous savez très bien que c'est contraire à la vie du couple et que ça vous ronge beaucoup, voilà, il faut se faire accompagner. D'accord. Voilà. Donc, on parlait d'une maman colérique, pleine d'amertume, et cela qui réagit et qui retombe, par exemple, sur les enfants. Alors, comment cette mère-là peut essayer de changer, trouver des solutions? Est-ce qu'elle doit consulter également pour le bonheur de ses enfants? Je pense que quand on a un comportement qui infecte d'abord soi-même et qui infecte la vie familiale, conjugale, les enfants, voilà, il faut vraiment se faire accompagner.
Voilà, il faut se faire écouter, voilà, et pour qu'on vous aide à comprendre maintenant le pourquoi. Voilà, d'accord, nous allons prendre un téléspectateur. Allô? Ben, il est parti. Alors, M. Kaboré, est-ce que l'incapacité à pardonner peut créer de l'amertume? Ça veut dire qu'on n'arrive jamais à pardonner, qu'on est tellement dur, le fait de dire « pardonne-moi, je suis désolé », on n'arrive pas à le faire. Même quand on n'a pas raison, on ne peut pas demander pardon par orgueil. Est-ce que cela peut créer de l'amertume? Je pense que j'ai bien expliqué le sens de l'amertume. Voilà. Non, ça veut dire que l'amertume, c'est comme on dit, c'est une situation qui s'est installée. Alors, le pardon, c'est quand on prend conscience pour se libérer de l'amertume qu'on entreprend le chemin du pardon. Je veux sortir, ça fait partie de la thérapie pour pouvoir sortir de l'amertume. Voilà. Donc, je ne veux plus mériter, je ne veux plus garder la violence. Voilà. Je veux la santé mentale, émotionnelle. Voilà. Donc, je veux m'en sortir. Donc, c'est pour ça. Donc, on peut dire que si une personne décide de pardonner, c'est que la personne a pris conscience des conséquences de l'amertume qui est en train de détruire sa vie. Voilà. Bon, je n'ai pas eu le temps de bien expliquer très bien, voilà, parce que vous voyez que l'amertume infecte les émotions. Alors, maintenant, les émotions, c'est quoi? Les émotions, ce sont les organes de la dimension psychique. Voilà. Et les organes de la dimension psychique, voilà, vont rentrer en synergie avec les organes de la dimension physique. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils vont... Ils vont travailler en synergie. En travaillant en synergie, voilà, ils vont installer des maladies psychosomatiques. Et ça, c'est déjà des signes d'alarme ou des signes d'aggravation. Et à la longue, quand ils vont atteindre à un signe d'épuisement, c'est ça maintenant qu'en synergie, ils peuvent aussi installer quoi? Des maladies souvent incurables. D'accord. Et quelque chose que je voulais ajouter, quand on demeure longtemps dans l'amertume, hein, qui est un signe de désespoir, de la déception profonde, de la colère, de l'agressivité. Si la personne, par exemple, a 30 ans ou 28 ans, et l'amertume s'installe pendant longtemps, vous êtes obligé d'utiliser votre énergie de vos 55 ans ou 58 ans pour pouvoir vivre l'amertume. Quand vous aurez 45 ans, vous êtes obligé d'utiliser votre énergie de vos 70 ans ou 75 ans pour vivre, pour pouvoir conserver et garder l'amertume. Quand vous allez atteindre 50 ans, alors vous ne pouvez plus avoir de l'énergie. Vous êtes obligé maintenant de faire quoi? Les organes maintenant vont installer des maladies maintenant pour vous donner la route pour partir. D'accord. Oui, donc c'est pour ça que quand vous êtes dans l'amertume et que vous devenez, qu'il y a un signe qui révèle que vous êtes agressive, vous êtes très colérique, vous avez le dégoût de la vie et vous ne supportez pas les autres et vous vous sentez vraiment rejeté, déçu, alors c'est un signe qui indique que vous avez urgemment besoin d'une thérapie d'accompagnement. D'accord. Mais est-ce qu'il y a une signification spirituelle pour l'amertume? Parce que souvent on dit amourer, on voit des personnes tout le temps colériques, voilà, plein de rancœur, plein de tristesse et tout. Et amourer, souvent on indexe ces personnes en disant il y a kinkineda, ou bien on dit il y a zindam tara. Est-ce que l'amertume a une relation avec la spiritualité? Oui, je pense qu'il y a la thérapie spirituelle. Voilà, il y a la thérapie spirituelle qu'on peut installer pour pouvoir s'en sortir. Avec les outils spirituels, on peut pouvoir se libérer de l'amertume.
Voilà. C'est pour ça que j'insiste, il faut comprendre. Je vais répéter parce que l'amertume, c'est quand on garde longtemps. Ça Voilà, racine. voilà, une frustration, une blessure, une déception. Voilà. Maintenant, on est conditionné et commandité par cela. Mais spirituellement, si quelqu'un fait une thérapie, un accompagnement spirituel, la personne va développer une force. Voilà. Ce que tu penses, tu le deviens. Si spirituellement tu penses que ton Dieu a la capacité de te donner le pouvoir de t'en sortir, voilà, tu t'en sors. Ce que tu penses, tu le deviens. Si tu penses que tu ne pourrais pas t'en sortir, à l'instant même où tu penses, tu ne t'en sortirais pas. Mais si tu penses que je peux m'en sortir, à l'instant où tu commences à penser, tu es en train de télécharger cette force-là qui va descendre en toi. D'accord. Voilà. Et si on parlait de l'amertume dans une relation sociale? Oui, la relation sociale, c'est, oui, quand l'amertume s'installe, ça peut infecter la relation sociale. Voilà. On ne se sent pas, on s'isole, voilà. Ou bien des fois on constate que voilà, telle personne est agressive, telle personne est violente, telle personne est toujours colérique, et vous allez on risque de culpabiliser, du moins c'est d'indexer la personne, d'étiqueter la personne. Ou bien dans le Voilà. quartier, par exemple, Voilà, cette tout le personne monde. ne collabore pas, Voilà, c'est ça. cette personne n'est pas sociable. Voilà. Alors que la personne a vécu des blessures emmagasinées, non cicatrisées. Voilà. Donc, psychologiquement, l'amertume reproduit des mécanismes de défense. D'accord. Donc, j'installe un caractère, un comportement ou des attitudes pour me défendre. D'accord. Défendre quoi? En deux mots, protéger mon moi. Voilà. Moi, je ne supporte pas ça. Moi. Alors que j'étais ouvert. Voilà. Mais aujourd'hui, on dit, bon, je ne vais plus être ouvert parce que voilà, un chien m'a mordu hier. Aujourd'hui, si je vois les dents d'un mouton, ça me rappelle ou ça me renvoie encore les dents du chien. Donc, j'installe un caractère, un comportement pour me protéger. Mais souvent, je ne fais pas exprès. Mais c'est cela que j'ai choisi de faire. Mais ce que j'ai l'habitude de dire à ceux qui disent, bon, j'ai de l'amertume et j'ai décidé de ne pas me venger. Et je félicite ces personnes parce que vous voyez, le sérieux ou bien le gentil, il a le pouvoir d'être méchant comme les méchants. Mais pourquoi il n'est pas méchant? Il n'est pas méchant, pas parce qu'il ne peut pas. Il est plus méchant que les méchants. Mais il a une conscience conscientisée que la gentillesse et le sérieux est plus puissant que la méchanceté. C'est pour ça qu'il refuse d'être méchant. Voilà. Mais souvent, quand tu es gentil, tu es sérieux, tu es doux, on pense que tu es faible. C'est un pouvoir, c'est une force. C'est celui-là, le méchant qui est faible. Voilà. C'est le violent qui est faible. Mais celui qui n'est pas violent peut être 10 fois plus violent que le violent. Mais il a trouvé que la violence, la méchanceté est une faiblesse. D'accord. Voilà. Alors, j'aimerais poser cette dernière question avant les conseils. Alors, M. Kaboré, quand on est une femme enceinte et qu'on est pleine d'amertume, est-ce que cela peut jouer sur notre futur bébé? Émotionnellement, psychologiquement, ça peut jouer. Voilà. Surtout quand vous vivez dans l'amertume, voilà, et ça peut jouer. Parce que voilà, vous avez des émotions voilà, que vous êtes en train de vivre, des sensations. Alors, urgemment, il faut se faire accompagner. Voilà. Même si vous partez voir le gynécologue, voilà, votre gynécologue peut vous donner des conseils. Voilà, le médecin peut vous donner des conseils. Mais quand vous vivez une situation, une blessure très profonde et que vous êtes enceinte ou bien vous vivez, vous avez une responsabilité, alors faites-vous accompagner. Voilà. Sinon, ouais, l'amertume veut dire que j'ai reproduit le problème pour pouvoir, d'une manière inconsciente, je reproduis le problème maintenant pour faire quoi? Pour m'infecter et pour pouvoir installer des choses en moi. Voilà. Et ça ne fait pas bonne chose pour moi-même. Voilà. Et puis pour les autres, quoi. D'accord. Et on va partir maintenant pour les conseils. Voilà. Alors, je pense que ce qu'il peut retenir comme conseil, c'est que quand vous vivez dans l'amertume, parce que l'amertume, quand c'est avéré, c'est un signe aussi qui indique que voilà, la dépression est à votre porte.
Voilà. La dépression est à côté. Alors, il faut se faire accompagner. Voilà. Et il faut se faire écouter. Voilà. Surtout un thérapeute, quelqu'un qui est qualifié, qui a des outils, quelqu'un qui peut vous écouter sans vous condamner, sans vous juger. Trouvez quelqu'un qui peut garder votre secret, voilà, qui peut vous aider. Mais de prime abord, les personnes qui vivent dans l'amertume, alors 90% de mes patients, ce sont des gens qui vivent dans l'amertume. Mais quand vous dites quelqu'un qui peut garder votre secret, est-ce que ce n'est pas Dieu seul qui peut garder le secret? Bon, il y a des personnes, Dieu s'est incarné chez des personnes. Dieu a donné des valeurs à des personnes. Il a donné sa force. Voilà. Il y a des gens qui gardent le secret. Voilà. Jusqu'à la tombe. Ben, tu ne peux pas avouer. Par exemple, dans notre domaine, ça fait partie de la déontologie du métier. D'accord. Vous voyez, par exemple, il y a des prêtres qui font des confessions pour toute la vie. Voilà, c'est ton métier. Voilà, donc tu es là pour garder les secrets. Surtout quand c'est le spécialiste, lui, c'est son métier. Voilà, il est appelé à garder le secret pour toute sa vie. Donc, si vous trouvez que vous vivez une situation que vous ne pouvez pas en parler, c'est mieux d'aller voir un spécialiste, voilà, qui est formé, préparé pour ça, pour garder le secret et puis vous aider. D'accord. Merci beaucoup, M. Kaboré. Merci pour tous ces conseils. Mais voilà, chers téléspectateurs, on va s'arrêter là pour vivre ensemble et se donner rendez-vous mardi prochain, Inch'Allah, avec un autre thème. Si vous avez besoin de contacter M. Kaboré pour plus d'informations et de conseils, vous composez le 70 11 20 70. 70 11 20 70. C'est le numéro de M. Kaboré. On vous souhaite une belle suite de programmes sur BF1. Au revoir et à mardi prochain, Inch'Allah.